alors que les banques gagnent déjà beaucoup d'argent sur les investissements des Israéliens, la Banque d'Israël voudrait leur faire payer ce service. Le shekel reste très fort et un milliardaire juif américain achète presque 5% de la bourse pour montrer sa confiance dans l'économie israélienne. Nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir, comme chaque semaine, le docteur en économie Daniel Guggenheim. Nous allons parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, la Banque d'Israël a jeté un pavé dans la mare en parlant de son intention de permettre aux banques de faire payer leurs conseils en investissement. Ça veut dire quoi, Daniel ? Oui, ça veut dire, pour l'instant, le conseil en investissement, en hébreu, Yiyutz Hashkaot dans les banques, est gratuit. Enfin, d'une certaine façon, en tout cas, on ne paye pas pour être conseillé par la banque à ce sujet. Mais oui, puisque la banque a un intérêt à ce que le client investisse dans les placements qu'elle lui propose. Ça paraît logique. Formidable. Vous touchez d'abord un point sensible, c'est que il a été publié que les banques en 2023 ont gagné 2 milliards de shekels par le fait que des gens investissent ou épargnent par leur intermédiaire. Pourquoi ? Comment ils gagnent maintenant de l'argent ? Lorsqu'on achète des valeurs mobilières, que ce soit des obligations, des actions, on paye une commission à la banque. Lorsqu'on vend, on paye une commission à la banque. Lorsque on a aussi beaucoup de banques, on ce qu'on appelle des frais de garde. Ils appellent ça. C'est un peu aussi dit, c'est pour compenser justement le fait que le conseil soit gratuit. Ça leur fait donc une partie. Ça, c'est par rapport aux clients. Maintenant, tout ce qui est des SICAV, ce qu'on parle en hébreu, Kranot Nemanut, eux, lorsqu'ils disent, il y avait une loi qui a fait ça, et on a séparé les SICAV des banques. Avant, les SICAV appartenaient aux banques et il y avait des conflits d'intérêts, comme ça on pensait. Et alors, ils ont décidé de les séparer, mais que les SICAV, chaque fois qu'une SICAV sera vendue par une banque, qu'elle soit d'ailleurs conseillée ou pas, ils devront payer à la banque une partie, ce qu'on appelle Dmei Hafatza. Le fait que la banque fait partie du réseau où on peut acheter ces SICAV-là. Et ça, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'argent que reçoivent les banques à ce niveau-là. Et donc, comme vous avez dit, ça a provoqué la colère, l'ire de la presse économique et financière en disant ils gagnent déjà beaucoup et c'est pas justifié donc qu'il y aurait cette intention-là. C'est une décision prise par les banques elles-mêmes, c'est une décision validée par l'État, c'est quoi ? La Banque d'Israël, c'est elle qui régule les banques. Elle dit, moi, d'abord, il faut savoir, ce qui m'intéresse, la stabilité des banques. C'est la loi. Le fait qu'elles gagnent beaucoup d'argent. Le consommateur, ça vient après. Et donc, lui, c'est ce qu'il veut. C'est que les banques gagnent au plus. Vous avez là, maintenant, vous parlez d'impôts sur les banques. Moi, je vais leur donner un autre revenu qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Il n'y a pas besoin pour ça, la Banque d'Israël, ni de loi, ni de quoi que ce soit. C'est une permission que donnerait la Banque d'Israël, qui serait réglementée par elle, pour les banques de pouvoir prendre cette amala, cette commission, pour avoir le droit d'être conseillé par un conseiller financier à la banque. Mais alors, est-ce que la Banque d'Israël ne va pas se tirer une balle dans le pied, puisque si jamais les consommateurs payent un service, ils vont pas accepter de payer une fois le service et en plus payer les commissions. Ça paraît un peu... trop. C'est une des remarques qui a été faite dans la presse. Il y a eu des sondages parce que c'est pas la première fois que ça revient. Pourquoi là c'est donc revenu? Parce qu'il a envoyé un texte avancé, ça s'appelle une tchouta en hébreu, un brouillon, mais c'est presque la fin. Et donc c'est ça qui a remué les gens. Et ils avaient déjà à l'époque fait un sondage que 55% des gens qui actuellement sont conseillés par les banques sont considérés comme des clients conseillés par les banques, abandonneraient dans le cas où ce service deviendrait payant. À l'heure actuelle, on estime qu'il y a à peu près plus de 300 000 comptes qui sont conseillés. Et donc, regardez la différence. Et regardez ce que ça pourrait faire. Et surtout, encore très très bonne question, parce que les SICAV, qu'on appelle Kranot et Manout, là où ils font leur beurre, c'est-à-dire où ils sont énormément vendus, c'est par les banques. Et donc, à partir du moment, quand vous l'avez bien tant dit, les gens abandonneraient ça, c'est eux, ces Kranot et Manout risquent beaucoup de plus avoir de clients qui les achèteraient. Et d'abord, il y en a 1000 maintenant. Et c'est aussi un problème qu'il y a énormément de SICAV, justement pour montrer soi-disant qu'ils sont les plus rentables.
Mais quelque chose comme ça pourrait atteindre aussi le marché financier, parce que ça veut dire que les gens se retireraient de l'épargne de le marché financier, iraient peut-être dans d'autres façons, et c'est le problème pour Israël. Vous avez très raison de le dire. Il y a déjà maintenant, à l'heure actuelle, une baisse des effectifs des conseillers financiers des dernières années de 1/3. Ça veut dire que de moins en moins le conseiller financier d'investissement à la banque est utilisé par les gens. Souvent les gens vont dans des plateformes digitales ou dans d'autres formes d'investissement. Donc ça accentuerait ce processus dont on vient de parler. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que du point de vue économique, c'est-à-dire scientifique, je sais pas comment dire, il y a des très grandes critiques sur le conseil financier dans les banques. Parce que non seulement le conflit d'intérêts que vous avez parlé, mais surtout, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont maintenant des robots. Avant, c'était des gens qui réfléchissaient beaucoup. Maintenant, les banques leur donnent à leurs conseillers des des choses à faire, c'est-à-dire si quelqu'un vous demandez ça, vous lui donnez ça, etc. Donc il est beaucoup plus limité. Tout est bordé et voilà, et cadré. Exactement. Il n'y a pas de place à l'originalité, la réflexion personnelle du conseiller financier. Et il y a une très très grande réglementation par l'autorité du marché financier, par Reshut נייarot Areth, parce qu'il y a eu des abus. Alors maintenant, leur intérêt du travail, c'est de faire de la tophéologie, on dit ça. Ça veut dire remplir des papiers. J'ai dit ça. Voilà pourquoi j'ai conseillé, etc. C'est effectivement, c'est quelque chose du reporting. C'est quelque chose qui est peut-être nécessaire pour le client, mais eux-mêmes s'en plaignent de ça. Eux-mêmes, c'est un métier qu'ils aiment de moins en moins. Les bons sont partis. Alors, vous pensez que on va dire, ce service payant va vraiment être mis en place face à toutes ces critiques? J'espère que notre interview ce matin, comme lire de la presse, fera reculer la Banque d'Israël d'un moment. Je ne peux pas savoir ce qu'il arrivera. Autre chose. Ce que je peux vous dire encore, ce qui est important à ce niveau-là, c'est que ça arrive qu'il y a des gens, en tant que moi, je suis conseiller économique et financier, bénévole à Kalita, et j'ai pas de conflit d'intérêt, qui viennent chez moi pour me dire, voilà, j'ai un portefeuille à la banque, et je fais que perdre. S'ils viennent chez moi, c'est qu'ils sont pas contents, ils sentent qu'il y a un problème. Et donc moi, je regarde et je vois souvent qu'il y a effectivement des problèmes. Et on pourrait, tout est discutable, mais je parle souvent ici de Kranot Kaspiot, Chikliot, c'est-à-dire des SICAV monétaires. Et eux, ils ont moins intérêt à les donner, etc. Et les gens, je vais avec cette personne-là face au conseil financier, ce qui est tout à fait permis. Ils ont pas d'amis, un ami. C'est pas, je fais pas j'ai pas fait du sage mais je suis avec. Donc vous voyez un peu les limites du système. Et donc, ils se rendent compte que moi, ce que je dis, c'est plus logique des fois que ce qu'il y a la personne en face. Et lui, il a compris. Ils sortent de sous tutelle que je le mets, c'est-à-dire que et les résultats, c'est à eux de demander, mais les gens sont assez contents de ça. Donc, d'ailleurs, si quelqu'un, je fais un appel, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aider à faire de bons placements financiers. Ça c'est dit. Alors, juste un petit mot sur un rapport qui a été publié par le ministère des Finances par rapport à l'évolution du shekel. Apparemment, ils comprennent pas pourquoi ça a tellement monté, quoi. Oui, c'est très étonnant. Le Kalkaran Rachid, ça veut dire l'économiste en chef du ministère des Finances, s'appelle Monsieur Abramson, a publié un rapport disant, voilà, je comprends pas pourquoi le shekel est si fort. D'abord, je comprends pas pourquoi ce genre de rapport est publié ou est fait. Je vois pas l'intérêt par rapport au ministère des Finances de le dire. Et lui, il dit, voilà, d'après la théorie économique, une monnaie est forte parce que un telle chose, et le fait qu'Israël est en guerre, etc. Je comprends pas pourquoi. Au début, il avait bien baissé comme il le fallait de 5%, mais après, il est maintenant 5% plus fort que ce qu'il était à la guerre, c'est-à-dire 10% de plus que ce qu'il était à son niveau, au commencement de la guerre, au niveau le plus faible, 5% donc plus fort que la guerre. Maintenant, cette semaine, on est à $1 qui est autour de 3,65, alors que lui, il pensait que, point de vue économique, il dit à cause de la guerre, il le verra plus de 3,80. Bon, comme d'habitude, Israël ne répond à aucune règle logique. Apparemment, on est toujours en dehors des clous, quoi. Moi, la seule chose que je dirais, c'est qu'il n'a pas écouté ma chronique, parce que moi, j'ai expliqué pourquoi le shekel est si fort. Il a pas vu le redressement du déficit commercial. La guerre fait qu'on importe moins, mais on importe beaucoup moins que ce que maintenant on exporte. C'est vrai que l'exportation a un peu baissé, mais moins que les importations. Donc ça joue. On en parlera sûrement maintenant. Les investissements des étrangers reprennent très fort. Bien sûr. C'est une question d'offre et de demande. Voilà. Bon, alors ça c'est merci pour avoir fait un peu de clarté sur cette question. Alors maintenant on va parler
parler d'une maison de retraite, d'une caisse de retraite, plus exactement. Alors, une caisse de retraite qui a été mise sous tutelle. Apparemment, ça fait un scandale. C'est la caisse de retraite Slice. Oui. Tout à fait. J'ai pensé que c'était très important ici d'en parler. On en a parlé dans la presse, mais ça peut concerner beaucoup de gens et c'est des leçons de façon générale. Qu'est-ce qui s'est passé? Fin 2022, quelqu'un s'est plaint à la Reshut Shuk Ahon. Reshut Shuk Ahon, c'est l'autorité des marchés financiers qui contrôle tout ce qui est retraite. En partie, c'est vraiment parce que la retraite, elle fait aussi l'ensemble des assurances. C'est un gros boulot. Et elle est venue et elle a dit voilà, j'ai demandé comme on a le droit de faire d'ailleurs, qu'on me prête, que ma compagnie de Gmail qui s'appelle Slice me prête de l'argent d'après l'argent que j'avais, et elle me dit qu'elle peut pas parce que j'ai pas assez. Mais c'est pas possible. Moi, je vois que j'avais plus. Alors, la Reshut Shuk Ahon a commencé à voir qu'est-ce que c'était en 2023, quels sont les problèmes. Elle est spécialisée, d'ailleurs, de cette caisse de retraite dans ce qu'on s'appelle IRA. Ça veut dire que la plupart des fois, les caisses de retraite, ils vous donnent des circuits généraux, mais c'est pas vous qui décidez si vous achetez telle chose ou telle autre. Dans cette caisse de retraite, qui a 4 milliards de shekels, c'est permis que le personne dit, vous voyez, moi, je voudrais acheter tel fonds, telle autre chose, de gérer beaucoup plus que une gestion active de la part du client. Il faut s'y connaître aussi. Bien sûr. Mais ça peut correspondre. C'est possible. Mais c'est possible. Et donc, apparemment, c'est quelque chose de risqué. Ce qu'elle a remarqué d'ailleurs, la Reshut Shuk Ahon, donc c'est l'autorité des marchés financiers, qu'à cause de ça, ce fonds de retraite, cette Coupat Gimel, investissait dans des fonds qu'elle n'a pas le droit de faire. Parce qu'il y a des limites. L'autorité financière en Israël et l'État ne veut pas que les gens, même s'ils ont le droit, fassent n'importe quoi, parce qu'après, ils vont venir dire, on a tout perdu, et c'est l'État qui devra assurer leur retraite. Alors, c'est un problème. Et donc, il y a des limites. Et ils ont vu qu'ils faisaient à l'étranger, dans des fonds qui étaient très, très, très risqués. Mais ce qu'ils ont, là où ils n'ont pas vu le plus grave problème, qui est le fait que cette Coupat Gimel prenait l'argent de certains clients pour les mettre à d'autres. C'est-à-dire, quand quelqu'un partait, il prenait de l'autre. Et c'est ce qui est arrivé à cette dame-là. Elle était en colère parce que ça a mis plusieurs mois pour que la Reshut Shuk Ahon arrive à mettre le doigt là-dessus. Et c'est arrivé en justice. Et la justice, plus ou moins, a obligé la Reshut Shuk Ahon à dire, il y a un problème ici. Un problème beaucoup plus grave que c'est de faire dans tel ou tel endroit. Et donc, ils ont décidé à cause de cela, la Reshut Shuk Ahon, elle a le droit de faire, de mettre sous tutelle cette Coupat Gimel. C'est-à-dire que c'est plus les dirigeants qui le font, c'est quelqu'un qui vient. Il a dit, la situation est tellement catastrophique. Maintenant, en janvier 2024, il a entré activement, ce monsieur-là, et il a dit, ce que je vois horrible, je vois énormément de comptes, justement, qui ont été mélangés. Une sorte de Robin Hood, ça veut dire, on fait pas des choses pareilles. Et donc, c'est de la malversation, c'est évident. Bien sûr. Et alors, à cause de ça, et ça, je voudrais dire, il a interdit maintenant, pendant 2 semaines, parce qu'il veut y voir au clair, à quiconque de retirer de l'argent de là-bas. Alors, ça peut mettre des problèmes à des gens qui tout d'un coup auraient besoin, ou à on a des situations mais on est obligé de savoir ce qui se passe concrètement. Donc oui, on alors n'a pas il a dit tellement que le choix. dans des cas exceptionnels, quand par exemple, prenez le cas de quelqu'un, des parents qui meurent, il laisse un orphelin, peut-être ça, il laissera. Mais de façon générale, il empêche. 2 semaines en même temps, c'est pas si long. Donc mais des fois, pour certaines personnes, oui, pour certains cas, oui. C'est vrai. Mais il faut voir comment ça va évoluer. Pourquoi je dis, quelles leçons à en tirer d'abord pour nous? D'abord, se méfier les nouvelles structures comme IRA. On peut le faire, je dis pas moi, mais il faut faire bien vérifier à quelle caisse de retraite on cotise. Et surtout, vérifier de façon normale si les chiffres que vous avez dans votre caisse de retraite correspondent à ce que vous pensez avoir. Moi, je sais par ailleurs que les problèmes, il y a d'autres problèmes pas à ce niveau-là, parce que ça peut être des conflits d'intérêts et autres, que la presse dit ou que j'ai pu entendre, dans d'autres caisses de retraite. Donc, faites très, très attention. N'hésitez pas à demander des questions à votre assureur si vous avez le moindre doute. Bon, alors je crois que le message est passé. On va terminer aujourd'hui avec une nouvelle qui réchauffe le cœur. On le sait. Comment donner confiance dans les marchés financiers, notamment à la bourse? Eh bien, il y a un milliardaire juif américain qui a très bien su s'y prendre et qui a montré son amour pour Israël. C'est absolument magnifique. Qu'a-t-il fait, Daniel? Expliquez-nous tout ça.
Vous m'avez pris les mots de la bouche comme d'habitude, mais c'est vraiment bien résumé. De quoi il s'agit? La bourse en Israël, la bourse en tant que bourse, d'ailleurs, est cotée à la bourse depuis 2019. Elle a d'ailleurs augmenté de 200%, c'est un bon investissement. Et la bourse elle-même se vend, se vend. Il y a d'ailleurs tellement qu'elle se vend qu'il y a plus d'étrangers que d'Israéliens qui possèdent la bourse, des investisseurs, plus de 50% maintenant, dont Maneki, c'est une compagnie australo-américaine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il devait vendre maintenant 18% qui appartenait aux banques, la bourse elle-même. Le produit de cette vente des 18% sera de 350 millions, dont 200 à peu près pour la bourse et le reste pour les banques. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de la bourse lui-même est allé en Amérique en disant « Je vais essayer de trouver un investisseur en Amérique qui va investir jusqu'à 5%, parce qu'après il y a un problème de régulation, dans la bourse, qui va acheter donc beaucoup, pour montrer qu'il y a un intérêt aussi international à la bourse. » Donc, il a voyagé. Et juste au dernier moment, quand il pensait qu'il ne trouverait pas, tout d'un coup, il y a un monsieur qui s'appelle Bill Ackman, qui est marié à une Israélienne. Lui-même est un milliardaire juif américain qui a bien reçu, il gère un fonds d'investissement de 18 milliards de dollars. Mais il n'a pas pris de ce fonds-là pour acheter. Il a dit, je veux montrer que moi, j'ai confiance moi-même dans la bourse israélienne et dans l'économie en pendant de guerre. Il a mis 100 millions de dollars, lui et sa femme, pour acheter des actions de la bourse. En disant, je vois que l'année dernière, elle a fait 66% d'augmentation de son bénéfice, c'est quelque chose de bien, et malgré la guerre, j'ai confiance en elle. Et donc, ça a été une réussite, et il a dit, je le fais parce que j'ai confiance en l'économie, et je veux montrer à tout le monde qu'il faut le faire. Bon, on peut dire que c'est un geste sioniste et de solidarité avec notre peuple, Beyachad Nenatzer, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, on espère que là aussi, la bourse aussi, ça marche. Merci Daniel d'avoir été avec nous, et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Ciao.